avant d'aborder ce problème de convention, je vous soumettrai d'abord un problème qui concerne les travailleurs de la DSPCM de Nouadhibou. Je vous avais entretenu d'un problème particulier, mais il me semble que le problème de la DSPCM est plus général. Il s'agit de deux problèmes, de travailleurs de l'ancien CCSM qui avait été dissous et par décret présidentiel, le personnel et le matériel devaient être réintégrés à cette direction-là, DSPCM. Et une partie des travailleurs là a été effectivement, l'autre partie a été laissée en rade. Deuxièmement, même ceux qui travaillent ne reçoivent pas leur salaire régulièrement. Et troisièmement, on les empêche de se syndiquer. À la direction de ce centre, vous avez un colonel qui menace tout esprit de revendication et qui ne veut pas traiter avec le syndicat. Monsieur le ministre, je voudrais que vous apportiez un soutien à ces travailleurs-là. Maintenant, concernant la convention, monsieur les ministres plutôt, il me semble qu'il y a déjà une ressemblance qui est troublante. Parce que cette présente convention rappelle étrangement une tentative qui s'est déroulée en 2007-2008 par une société qatari dénommée Al-Qudra. Cette société avait présenté une forme de convention dans les mêmes termes, avec les mêmes avantages. Création de valeur ajoutée, développement du secteur grâce à la réalisation d'usines à terre, débarquement des captures. On miroitait effectivement aussi la création de l'emploi, la valorisation à terre des ressources mauritaniennes, etc. etc. C'est-à-dire tous les avantages qui sont dits dans cette convention avaient été présentés par cette société qatari. Mais la partie mauritanienne en ce temps avait pris une astuce qui consistait à dire que c'est bien, on va quand même vous accorder un quota progressif, en rythme et à une hauteur de la réalisation des infrastructures et du débarquement avec la valorisation de ce que vous avez dit. Et l'investisseur en question s'est ravisé, il a bien compris que les Mauritaniens avaient compris l'astuce et il s'est lui-même retiré. Et je me demande que ceux qui, au niveau de l'État en ce temps-là, qui faisaient des pieds et des mains pour faire passer cette convention, je ne sais pas s'ils n'ont pas repris service aussi avec cette nouvelle société chinoise. Monsieur le ministre, vous savez que tout accord ou convention ou toute décision au niveau du département de la pêche doit d'abord prendre en considération la préservation des ressources halieutiques. Et ces ressources, vous savez plus que tout le monde qu'elles sont en surexploitation pour les ressources de fond à plus de 35%. Et pour les ressources pélagiques, vous savez aussi que le niveau permissible est atteint. Vous le savez, monsieur le ministre, parce que vous savez que votre potentiel dans l'aspect pélagique est de 900 000 tonnes, voire 1 million. Et ce potentiel, il est aussi partagé avec les pays voisins parce qu'il s'agit de populations migratoires. Et quelqu'un disait ici qu'il faut en profiter avant que ces populations ne migrent vers les pays voisins. Mais vous ne pouvez pas parce qu'il y va d'un cycle de vie de ces espèces. Personne ne peut les bloquer et vous ne pouvez pas être plus malin aussi que les pays voisins. La réalité, c'est que vous avez en stock un potentiel déterminé. Et de ce potentiel déterminé, vous avez déjà accordé pratiquement tout le potentiel. Monsieur le ministre, vous avez un accord avec l'Union européenne qui donne 300 000 tonnes. Vous avez un accord pour la pêche artisanale et côtière 80 000 tonnes. Vous avez une convention avec la Chine aussi de 60 000 tonnes. Et vous avez pour l'accord de pêche artisanale avec le Sénégal qui doit être débarqué en dehors de la Mauritanie qui est de 100 000 tonnes. Et je ne parle pas des licences octroyées à l'Algérie et qui ne sont pas encore exploitées. Et ça vous fait un total de 640 000 tonnes, monsieur le ministre, sur un potentiel global de 900 000 tonnes. Et voyez alors, et ce potentiel, il est partagé. Dites-nous, monsieur le ministre, est-ce que c'est vrai ou faux que le niveau permissible est atteint? Monsieur le ministre, par rapport à la protection de la ressource, qu'est-ce qu'elle nous propose, votre convention? C'est que d'abord, il n'est fait nulle part dans ce texte référence à la législation ou à la réglementation mauritanienne. Et partout, dans tout accord, il est de mise de réaffirmer avec force le respect de cette réglementation sans laquelle il ne doit pas y avoir de convention. Ensuite, monsieur le ministre, les navires de pêche qui sont proposés font du chalutage. Et pire, ce chalutage, c'est que certains chalutiers sont appelés le chalut à bœuf.
Et le nom lui-même, il est révélateur. En Chalubeux, vous savez bien que le nom est révélateur. Et ce Chalubeux était interdit dans la réglementation mauritanienne. C'est vous, monsieur le ministre, qui avez pris un décret en 2010, un décret numéro 153 en 2010, pour lever l'interdiction de pêche par le Chalubeux. Et vous l'avez pris pour certainement permettre de signer cette convention en juin 2010. Et c'est quand même curieux parce que cette interdiction a été levée tout simplement par décret en 2010. Mais aussi, monsieur le ministre, il est prévu une fabrication d'usines de poissons. Et il n'est pas précisé quelque part que cette fabrication d'usines de poissons doit être agréée après un processus comprenant l'étude d'impact environnemental. Et peut-être bien que ce n'est pas important pour vous, l'étude environnementale. Ensuite, cette société n'est pas astreinte à utiliser les déchets de poisson pour fabriquer la farine. Parce que vous savez bien que pour faire la farine de poisson, il vous faut 4 tonnes de farine de poisson frais pour avoir 1 tonne de farine de poisson. Le poisson frais qui est consommable directement. Vous voulez faire fabriquer de la farine de poisson qui n'est pas consommée, que vous allez exporter pour les pays, eux, qui préservent leurs ressources, pour qu'ils puissent d'ailleurs développer leur pisciculture et développer leurs poissons. Vous leur envoyez cette farine en détruisant 4 tonnes chez nous pour 1 tonne que vous allez créer chez eux. Ensuite, messieurs les ministres, vous savez bien que les usines de fabrication de poissons partout dans le monde sont en voie de démantèlement. Pourquoi? Parce que ce sont des chaudières à haute pression qui sont en réalité des bombes et qui ont tué ailleurs des milliers de personnes, y compris au Maroc ici voisin, et en Inde et partout. Donc on est en train de mettre une croix sur les usines de transformation de poissons en farine et vous voulez nous en implanter, vous voulez en faire un exploit. Mais aussi, monsieur le ministre, vous savez que l'emplacement que vous avez pris, les tours bleues de Nouadhibou, lorsque vous allez placer cette usine-là, ça veut dire que continuellement vous allez rejeter sur Cansado les odeurs de cette usine. Et le complexe industriel qui est proposé, qui comprend une unité de fabrication de pirogues, il n'est dit nulle part qu'il y a une soumission à autorisation. Et donc ça veut dire que votre investisseur pourra fabriquer autant de pirogues qu'il voudra et donc une ponction beaucoup plus importante sur la ressource qui est déjà anéantie. Ensuite, monsieur le ministre, vous savez que le deuxième problème qui doit être pris en considération, c'est l'intégration de ce secteur dans l'économie nationale. Alors que nous propose votre convention, je crois que c'est tout le contraire. D'abord, vous avez cassé le monopole de la SMCP sur l'exportation des produits congelés non transformés dans l'article 8. Parce que dans cet article 8, vous avez bien dit qu'il y a la liberté d'exporter toute la production suivant les circuits dont il a le choix. Ça veut dire alors qu'on va contourner la SMCP pour le transport ou l'exportation des produits congelés. Mais aussi, vous avez annihilé l'impact en devise qui est programmé. Et ça, c'est dans l'article 9. Vous avez dit que dans cet article 9, que l'investisseur est autorisé à ouvrir un compte en devise convertible auprès d'une banque de premier choix, auprès d'une banque de premier ordre de son choix et d'y loger 70% des recettes d'exportation qu'il pourra réaliser et les disponibilités de ce compte sont librement transférables. Alors qu'est-ce que vous y gagnez? Lorsque 70% sont convertis en devises et stockés et qu'ils sont transférables comme ils veulent. Et en termes d'emploi, monsieur le ministre, vous nous dites que la société est autorisée à recruter jusqu'à 30% d'expatriés pendant les 5 premières années. Et ensuite, on revient à 20% par la suite. Et ce que vous nous faites miroiter par rapport à ces emplois de 2000 et quelques emplois, création de 2000 et quelques emplois, quelques 250 pirogues peuvent nous créer autant d'emplois, ou même plus. Mais ce que vous ne dites pas, c'est que ces pirogues vont être une grande concurrence pour les pirogues que nous avons, qui sont beaucoup moins performantes que les pirogues que les Chinois vont nous apporter. Mais aussi, monsieur le ministre, les exonérations fiscales que vous avez accordées et tous les avantages, parce que vous avez exonération sur l'UMF, vous avez la déduction du bénéfice imposable d'une réserve spéciale de 20%, vous avez une réduction de la taxe prestation de services TPS de 50%,
et vous avez autorisé à pratiquer l'amortissement dégressif. Alors tout cela montre tout simplement, Monsieur les ministres, que toute la valeur ajoutée qui est mise en avant pour justifier la convention est purement et simplement récupérée. C'est comme si on a une outre avec les deux orifices aux extrémités et vous faites rentrer quelque chose par un orifice et qui va ressortir par l'autre orifice. Ne nous dites pas que vous avez apporté quelque chose à la Mauritanie. Ensuite, la contribution à la création de la valeur ajoutée est également compromise par l'article 8. Parce qu'ici, dans cet article 8, vous savez que vous avez dit qu'il y a la liberté de choix des fournisseurs, la liberté d'importation de matériel, d'équipement, de production, etc. Tout est libre, tout est accordé et la liberté de fixer ses prix et de conduire sa politique commerciale. Alors, messieurs les ministres, je vous demande alors de quoi vont bénéficier les entreprises locales et les nationaux? De quoi est-ce qu'ils vont bénéficier dans le cadre de cet accord? Et ces emplois que vous nous faites miroiter ne sont pas de nature à nous convaincre pour cela. Et nous pensons donc que de ce côté-là, vous ne nous apportez pas quelque chose qui justifie cet accord que vous allez accorder à cette société pour piller davantage les ressources. Et en termes de réalisation des conditions pour le débarquement, parce que c'est l'autre volet, le débarquement et la transformation des captures, il est accordé un délai de 6 ans, vous avez dit. 6 ans sont accordés pour la réalisation du programme d'investissement. Et pendant ces 6 ans alors, la société avec son armada de chalutiers et les pirogues qu'il aura fabriquées vont lui permettre alors de piller sans problème les eaux mauritaniennes pendant cette durée. Et je pense d'ailleurs qu'au bout de ces 6 ans, cette société aura atteint son objectif et elle ne voudra même plus faire réaliser les infrastructures qui sont demandées. Monsieur le ministre, vous nous parlez aussi de la formation. Et vous avez une école qui est performante parce qu'elle est certifiée ISO. Si c'est la formation, vous avez des outils de formation, est-ce que vous en avez besoin d'autres qu'on va vous apporter? Mais aussi l'autre problème, messieurs les ministres, c'est que vous avez des accords de pêche avec d'autres partenaires, l'Union européenne, l'Algérie, le Sénégal, etc. Et dans ces accords de pêche, si vous donnez des avantages et des dérogations à une entreprise quelconque, vous êtes obligé d'en faire bénéficier les autres. Et vous savez bien que l'accord avec l'Union européenne stipule quelque part que s'il y a des avantages accordés ailleurs à un entrepreneur, un partenaire, qu'elle va en bénéficier. Donc non seulement ici, vous allez déroger à la règle, vous allez détruire tout l'arsenal, vous allez faire sauter les verrous qu'on avait tenté de mettre en place pour protéger la ressource. Mais alors vous amenez aussi nos autres partenaires qui avaient accepté certaines conditions difficiles pour eux, vous allez les amener à vous forcer à revenir sur les accords qu'ils ont déjà signés et de nous mettre encore beaucoup plus en difficulté. Ensuite, messieurs les ministres, vous savez que vous avez signé une convention pour 2 générations, pour 25 ans. Quel est ce plan de programmation, de planification de 25 ans? Et dans lequel vous allez nous ligoter, il n'y a pas pratiquement de possibilité de dénonciation pendant 25 ans que vous allez donner à ce partenaire. Messieurs les ministres, je pense que pendant 25 ans, vous n'avez pas le droit de pouvoir planifier une convention pour 2 générations de la Mauritanie. Et les avenants dont on parle, que vous avez cités, et que nos honorables députés de la Commission des affaires économiques nous disent qu'ils vont accepter sous réserve. Moi, je pense que la réserve n'a aucun sens ici. Ça veut dire tout simplement que vous balayez d'un revers de main le pouvoir parlementaire et que vous ne vous soumettez pas au contrôle parlementaire. Et messieurs les ministres, pour terminer, je vais quand même lancer un appel à mes amis, les honorables députés, pour leur demander de se débarrasser ou de se démettre de cet esprit fataliste. Et je parle de certains d'entre eux, peut-être pas tous. Mais en tout cas, il y a quelque part un esprit fataliste qui montre que de toutes les façons, que dans ce pays, rien ne va marcher, que dans ce pays, on est voué à l'échec, on est voué au pillage et qu'il vaut mieux peut-être autant en profiter.
il y a cet esprit qui est au niveau du Parlement, des parlementaires et des hommes politiques de manière générale. Je pense qu'il est temps, dans des conditions particulières, de se débarrasser de cet esprit. Et en tout cas, quelle que soit la décision qui va être prise, je crois que la responsabilité historique de cette convention retombera sur 3 messieurs. C'est d'abord le président de la République qui est au fait de cette situation et qui lui-même doit être le garant de ce pays, de faire respecter les intérêts de ce pays. Ensuite, c'est monsieur, vous, le ministre des Affaires économiques, qui avez signé ce protocole. Et vous en avez discuté, ne pensez pas qu'on ne comprend pas. Vous avez écrit noir sur blanc en français et en arabe. Nous savons quand même lire et nous pouvons comprendre ce que vous avez écrit. Et vous en portez l'entière responsabilité. Et c'est ensuite vous, monsieur le ministre des Pêches. Parce que vous avez aussi signé en même temps que le ministre des Affaires. Vous avez la charge de pouvoir appliquer cette convention. Et ne pensez pas que demain, que c'est parce que vous aurez la couverture du Parlement. Ce Parlement ne vous protège pas. Parce que vous avez continuellement piétiné ce Parlement. Vous lui avez empêché de jouer pleinement son rôle. Et de fait, alors, vous ne pensez pas que le Parlement vous protège. Vous aurez une fois à répondre devant l'histoire et à dire réellement aux Mauritaniens pourquoi vous avez donné en concession cette ressource des fils de ce pays et moyennant quoi, messieurs les ministres, et je vous remercie. Merci Madame la députée.